Août 1944, quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Granville, France. Le général Dwight D. Eisenhower était assis à son bureau, lisant un rapport de terrain qui lui fit serrer la mâchoire. Le document provenait du lieutenant-général George S. Patton Jr., daté du 20 août 1944. Les mots de Patton sautaient de la page avec confiance et fierté. Sa troisième armée avait scellé la poche de Falaise. Il écrivait que ses forces avaient détruit la 7e armée arme. La victoire appartenait aux troupes américaines sous son commandement. Eisenhower posa le rapport et regarda par la fenêtre. Il savait quelque chose que Patton espérait qu'il ne savait pas. Quelques heures plus tôt seulement, les forces canadiennes et polonaises avaient fermé la brèche depuis le nord. Elles s'étaient battues pendant 10 jours brutaux d'affilée. Elles avaient affronté les divisions allemandes les plus coriaces de France. Elles avaient payé chaque kilomètre de leur sang. La première armée canadienne, et non la 3e armée de Patton, avait terminé le travail. Il ne s'agissait pas de chars, d'armes ou de plans de bataille. Il s'agissait de quelque chose d'entièrement différent. Le général Patton, le commandant américain le plus célèbre d'Europe, tentait d'effacer une victoire canadienne de l'histoire. Il voulait la gloire pour lui-même. Maintenant, Eisenhower devait décider quoi faire à ce sujet. Le moment ne pouvait pas être pire. La guerre en France atteignait son moment le plus important. 80 jours s'étaient écoulés depuis le jour J, lorsque les soldats alliés avaient pris d'assaut les plages de Normandie le 6 juin. Ces jours avaient été difficiles. Les troupes américaines, britanniques et canadiennes s'étaient battues à travers le bocage normand, perdant des milliers d'hommes pour chaque petit village capturé. Les Allemands les avaient fait payer pour chaque champ et chaque route. Mais maintenant, tout changeait. Les Alliés avaient percé les lignes allemandes. Ils avaient piégé l'ennemi dans une poche près des villes de Falaise et d'Argentan. Plus de 100 000 soldats allemands étaient pris dans un étau qui se refermait. Imaginez 2 mains géantes se rapprochant lentement, écrasant tout entre elles. C'était la poche de Falaise. 2 armées alliées serraient ses mains pour les fermer. La 3e armée de Patton poussait depuis le sud. La 1re armée canadienne poussait depuis le nord. Quelque part entre les deux, ces mains devaient se rencontrer et se verrouiller ensemble. Quand elles le feraient, l'armée allemande en France serait détruite. La question était simple. Quelle armée scellerait la poche? Quelle nation gagnerait la course? Celui qui arriverait le premier revendiquerait la victoire. Son pays obtiendrait la gloire. Son général serait célèbre. Les livres d'histoire se souviendraient de son nom. Les enjeux étaient énormes. Entre 50 000 et 100 000 soldats allemands étaient piégés et attendaient d'être écrasés. Plus de 10 000 véhicules allemands se trouvaient dans cette poche comme des poissons dans un tonneau. Si les Alliés pouvaient fermer complètement la brèche, ils pourraient mettre fin à la guerre plusieurs mois plus tôt. C'était la plus grande bataille d'encerclement de tout le front occidental. Tout ce pourquoi les Alliés s'étaient battus depuis le jour J se résumait à ce moment. Mais Eisenhower comprenait que plus que la victoire militaire était en jeu, le prestige national était en cause. Quand la guerre se terminerait, quel pays s'assiérait à la table de paix avec le plus de respect? Quelle nation façonnerait le monde d'après-guerre? Ces questions trouveraient partiellement leur réponse par qui gagnerait des batailles comme Falaise. Et au-delà du prestige, il y avait le récit historique lui-même. Celui qui contrôlerait l'histoire de cette bataille contrôlerait la façon dont des millions de personnes se souviendraient de la guerre. Le sacrifice canadien serait-il honoré ou serait-il oublié? Eisenhower avait vu les rapports de renseignement. Il avait étudié les cartes de bataille. Il avait lu les chiffres des pertes des 2 armées. Il savait exactement ce qui s'était passé à Falaise. Les Canadiens avaient lancé l'opération Tractable le 14 août. Ils avaient avancé à travers des terres agricoles ouvertes contre les défenseurs allemands les plus fanatiques de France. La division Hitlerjugend et d'autres unités SS s'étaient battues comme des démons pour garder les routes d'évacuation ouvertes. Chaque maison était devenue une forteresse. Chaque champ était devenu un cimetière. Les Canadiens avaient subi des pertes horrifiantes. Les bombardiers alliés avaient accidentellement frappé leurs propres troupes le premier jour, parce que la fumée et la poussière rendaient impossible de voir. 400 hommes étaient morts de tyrannie, mais les Canadiens avaient continué à avancer quand même. Pendant 6 jours d'affilée, ils s'étaient frayé un chemin vers l'avant. Ils avaient tiré 250 000 obus d'artillerie. Ils avaient perdu des milliers d'hommes. Le 16 août, ils avaient finalement capturé la ville de Falaise elle-même, mais la brèche ne s'était pas encore refermée. 19 kilomètres séparaient encore les forces canadiennes de l'armée de Patton au sud. Les Allemands se déversaient par cette ouverture comme de l'eau à travers une fissure dans un barrage.
Ils perdaient leur équipement, mais ils sauvaient leurs soldats. Chaque heure où la brèche restait ouverte, des milliers d'Allemands supplémentaires s'échappaient. Puis, le 19 août, les troupes polonaises sous commandement canadien avaient atteint le village de Chambois depuis le nord. Les soldats américains étaient déjà en position au sud, à Argentan. La brèche s'était réduite à seulement 5 km. Le lendemain, les forces polonaises et canadiennes avaient fait la poussée finale. À 19h20 le soir du 19 août, un officier polonais et un lieutenant américain s'étaient serrés la main sur la place du village de Chambois. Les pinces nord et sud s'étaient rejointes. La poche de falaise était scellée. Les Canadiens et les Polonais l'avaient fait. Ils avaient fermé la brèche. Ils avaient gagné la course. Et ils avaient payé un prix terrible pour cette victoire. Plus de 5000 pertes canadiennes. Plus de 1400 pertes polonaises. De jeunes hommes qui ne rentreraient jamais chez eux. Maintenant, Patton revendiquait leur victoire comme la sienne. Son rapport donnait l'impression que la 3e armée avait fait tout le travail important. Il mentionnait à peine les Canadiens. Il ne disait rien des Polonais tenant la colline 262 pendant 2 jours, alors qu'ils étaient encerclés sur 3 côtés. Il voulait tout le crédit et toute la gloire. Eisenhower faisait face à un choix impossible. Il pouvait rester silencieux et laisser la version de Patton devenir l'histoire officielle. Cela maintiendrait la paix. Patton était difficile, fier et avide de gloire, mais c'était aussi l'un des meilleurs généraux américains. Le mettre en colère pourrait causer des problèmes. La presse américaine adorait Patton. Le public le voyait comme un héros. Le corriger pourrait créer une tempête politique au pays. Mais rester silencieux signifiait trahir les Canadiens et les Polonais qui avaient réellement gagné la bataille. Cela signifiait laisser un mensonge devenir l'histoire. Cela signifiait que ces hommes avaient saigné et étaient morts pour rien de plus que la gloire de quelqu'un d'autre. Eisenhower était le commandant suprême de toutes les forces alliées en Europe. Il avait la responsabilité de dire la vérité. Il avait le devoir d'honorer les hommes qui avaient payé le prix. Alors qu'a dit Eisenhower quand Patton a revendiqué le crédit de la victoire canadienne? Pour comprendre ce qui s'est passé à Falaise, vous devez connaître les hommes qui s'y sont battus. 4 généraux ont façonné cette bataille, et leur personnalité comptait autant que leurs armées. Le lieutenant-général Guy Simmons commandait le 2e corps canadien. Il avait 41 ans, ce qui faisait de lui le plus jeune commandant de corps du Commonwealth britannique. Simmons était un penseur brillant qui planifiait les batailles comme des parties d'échecs. Il avait conçu l'opération Tractable, la poussée finale pour fermer la brèche de Falaise depuis le nord. Ses soldats le respectaient, mais le craignaient aussi. Il les poussait durement parce qu'il savait ce qui était en jeu. Le général Harry Crerar commandait toute la première armée canadienne. Cette armée comprenait non seulement des Canadiens, mais aussi des forces britanniques et polonaises. Pour la première fois de la guerre, les Canadiens avaient leur propre commandement au niveau de l'armée. Avant cela, les troupes canadiennes s'étaient toujours battues sous des généraux britanniques ou américains. Crerar ressentait une pression énorme pour prouver que les Canadiens pouvaient diriger au plus haut niveau. Les yeux de sa nation regardaient. Chaque décision qu'il prenait prouverait soit que le Canada avait sa place parmi les grandes puissances militaires, soit confirmerait ce que les critiques croyaient, que les Canadiens étaient de bons soldats, mais pas de bons commandants. Le lieutenant-général George Patton Jr. commandait la 3e armée des États-Unis. Il était déjà une légende. Les journaux l'appelaient « le vieux sang et tripes ». Il portait des bottes brillantes et portait des pistolets à poignée d'ivoire. Il croyait en l'attaque rapide et ne jamais s'arrêter. Patton était profondément compétitif. Il voulait gagner chaque course et revendiquer chaque victoire. Il avait aussi des opinions fortes sur les autres armées. Il pensait que les généraux britanniques étaient trop lents et trop prudents. Il avait fait des commentaires suggérant qu'il ne pensait pas grand-chose de la capacité militaire canadienne non plus. Pour Patton, la guerre était une compétition et il avait l'intention de finir premier. Le général Dwight Eisenhower commandait toutes les forces alliées en Europe. Il était le commandant suprême. Son travail était plus difficile que de combattre les Allemands. Il devait gérer les égos de généraux comme Patton et Montgomery. Il devait maintenir les Britanniques, les Américains et les Canadiens travaillant ensemble, même quand ils n'étaient pas d'accord. Il devait penser à la politique autant qu'aux batailles. Eisenhower était intelligent et patient, mais il avait aussi des limites à sa patience. La situation stratégique à l'été 1944 avait créé les conditions de la bataille de Falaise. Le jour J s'était produit le 6 juin. Les soldats alliés avaient pris d'assaut 5 plages en Normandie. Ils avaient sécurisé une tête de pont en France, mais tout juste. Pendant les 7 semaines suivantes, ils s'étaient battus à travers le bocage normand. Ce n'étaient pas des champs normaux. D'épais murs de terre et de racines divisaient chaque parcelle de terre agricole. Les Allemands avaient transformé chaque haie en forteresse.
Les progrès se mesuraient en mètres, pas en kilomètres. Les pertes étaient horribles. Puis, le 25 juillet, les Américains lancèrent l'opération Cobra. Ils percèrent un trou à travers les lignes allemandes près de Saint-Lô. La 3e armée de Patton se déversa à travers cette brèche comme de l'eau à travers un barrage brisé. Soudain, la guerre changea. Les Allemands battaient en retraite, les Alliés avançaient. De nouvelles possibilités s'ouvraient. Le plan devint clair. Au lieu de poursuivre les Allemands jusqu'en Allemagne, les Alliés les piégeraient ici même, en France. Ils encercleraient les forces allemandes avant qu'elles ne puissent s'échapper de l'autre côté de la Seine. 2 pinces se rencontreraient près des villes d'Argentan et de Falaise. Quand ces pinces se refermeraient, l'armée d'Hitler en France serait détruite. Les responsabilités furent soigneusement divisées. La 3e armée de Patton balayerait par le sud. Elle foncerait vers l'est, puis tournerait vers le nord. Leur objectif était d'atteindre Argentan, puis de tenir la position. Le 21e groupe d'armée de Montgomery, qui comprenait la 1re armée canadienne, attaquerait vers le sud, depuis Caen. Les Canadiens se dirigeraient vers Falaise, puis continueraient vers le sud pour rejoindre les Américains. La frontière entre les 2 forces était fixée sur la carte. Chaque armée connaissait son travail. Le 13 août 1944, les forces de Patton atteignirent Argentan depuis le sud. Elles s'étaient déplacées rapidement, comme Patton l'aimait. La brèche entre son armée et les Canadiens n'était maintenant que d'environ 32 km. Patton envoya un message urgent à ses supérieurs. Il voulait la permission de continuer vers le nord. Il voulait conduire jusqu'à Falaise et fermer la brèche lui-même. Laisser sa 3e armée finir le travail. Montgomery dit non. Les lignes de démarcation étaient fixées pour une raison. Si l'armée de Patton poussait vers le nord pendant que les Canadiens poussaient vers le sud, il y avait un réel danger. Ils commenceraient à se tirer dessus. La fumée et la confusion de la bataille rendaient difficile de distinguer l'ami de l'ennemi. De plus, les Canadiens se battaient déjà vers Falaise. Ils fermeraient la brèche depuis le nord comme prévu. Patton était furieux. Il écrivit dans son journal qu'on le retenait pour laisser les Britanniques prendre la gloire. Il croyait que son armée aurait pu fermer la brèche de Falaise en un jour si on l'avait simplement laissé faire. Il ne mentionnait pas que ses lignes d'approvisionnement étaient étirées au maximum. Il ne mentionnait pas que ses flancs étaient exposés et vulnérables. Il voyait seulement que quelqu'un d'autre allait obtenir le crédit d'une victoire qu'il pensait devoir être la sienne. La vérité était plus compliquée. La situation d'approvisionnement de Patton était dangereuse. Ses chars manquaient de carburant. Ses camions tombaient en panne à cause de l'utilisation constante. Et les forces allemandes étaient encore assez fortes pour contre-attaquer si elles voyaient une ouverture. La décision de s'arrêter à Argentan était du bon sens militaire, pas de la politique. Mais Patton le voyait différemment. Il avait déjà une relation difficile avec les commandants canadiens. Il avait fait des commentaires dédaigneux sur les forces du Commonwealth dans le passé. Certains officiers britanniques et canadiens pensaient que Patton se souciait plus de la gloire que de gagner. Maintenant, arrêté à Argentan, tandis que les Canadiens se battaient vers Falaise, le ressentiment de Patton s'approfondit. C'était à quoi ressemblait la normale dans la coalition alliée. Au niveau du personnel, la coopération fonctionnait généralement sans heurts. Les officiers de différentes nations planifiaient ensemble et partageaient des informations. Mais au sommet, la compétition pour la gloire était constante. La presse américaine était avide de nouvelles de victoires des États-Unis. Les forces canadiennes se battaient pour se prouver, après avoir été éclipsées depuis le début de la guerre en 1939. Chaque bataille devenait une course. Chaque victoire devenait un prix. La scène était prête pour la confrontation. Patton était assis à Argentan, en colère et impatient. Les Canadiens se préparaient à attaquer vers le sud en direction de Falaise, sachant que les combats les plus durs restaient à venir. Et Eisenhower observait tout cela, espérant que ses généraux se concentreraient sur la défaite des Allemands plutôt que sur la compétition entre eux. Du 14 au 19 août 1944, la bataille canadienne pour Falaise commença dans l'obscurité et la fumée. La première armée canadienne faisait face à un problème qui semblait presque impossible à résoudre. Elle devait avancer de 32 km à travers un territoire fortement défendu. Le terrain devant était principalement des terres agricoles ouvertes, avec peu d'endroits pour se cacher. Les attendants se trouvaient les meilleures divisions allemandes restantes en France. Les divisions SS, y compris la 12e SS Panzer appelée Hitlerjugend et la première SS Panzer appelée Leibstandarte, étaient des hommes désespérés se battant pour leur vie. Ils savaient que si les Alliés fermaient la brèche, ils seraient piégés. L'encerclement signifiait la mort ou la capture, alors ils se battraient comme des animaux pris au piège.
L'opération Tractable commença à 4h30 du matin le 14 août. Les Canadiens créèrent une obscurité artificielle en utilisant une astuce qu'ils avaient apprise de batailles antérieures. Les bombardiers alliés survolèrent et larguèrent des bombes fumigènes sur tout le champ de bataille. Puis 720 bombardiers lourds bombardèrent en tapis les positions allemandes. Le son était comme la fin du monde. Plus de 400 chars commencèrent à avancer à travers les champs de blé. La température était déjà de 24 degrés, même si le soleil ne s'était pas levé. À midi, elle atteindrait 29 degrés. La poussière des chenilles des chars se mélangea à la fumée jusqu'à ce que la visibilité tombe à 46 mètres. Les soldats pouvaient à peine voir l'homme à côté d'eux. Puis le désastre frappa. La fumée et la poussière confondirent les équipages de bombardiers volant au-dessus. Ils ne pouvaient pas voir clairement à travers les épais nuages en dessous. Certains bombardiers larguèrent leurs charges sur les positions canadiennes et polonaises au lieu des positions allemandes. Plus de 400 soldats alliés devinrent des victimes de leurs propres bombes. Des hommes qui avaient survécu à l'artillerie et aux mitrailleuses allemandes moururent parce que leurs propres avions ne pouvaient pas les voir. Les cris des hommes blessés remplirent l'air. Les médecins coururent à travers la fumée essayant de trouver les blessés. Les officiers crièrent des ordres que personne ne pouvait entendre par-dessus les explosions. Malgré cette horrible erreur, les Canadiens poussèrent en avant. Ils n'avaient pas le choix. La 4e division blindée canadienne avança de 11 km le premier jour, mais chaque kilomètre coûta du sang. Les soldats allemands se cachaient dans chaque ferme et chaque bosquet. Ils avaient des mitrailleuses installées dans les granges. Ils avaient des canons anti-chars cachés derrière les haies. Les chars canadiens avançaient à travers un champ, et soudain des obus allemands arrivaient en hurlant de 3 directions à la fois. Les 3 jours suivants furent encore pires. Les 15, 16 et 17 août apportèrent des combats maison par maison dans chaque village le long du chemin. Les troupes SS utilisaient chaque bâtiment comme point fort. Elles attendaient à l'intérieur jusqu'à ce que les soldats canadiens s'approchent, puis ouvraient le feu depuis les fenêtres et les portes. L'artillerie canadienne tira 250 000 obus, essayant de faire sortir les Allemands de leur position. Le bruit ne s'arrêtait jamais. Jour et nuit, les gros canons tonnaient. Les obus sifflaient au-dessus. Les bâtiments explosaient en décombres et en feu. Chaque kilomètre gagné par les Canadiens coûtait entre 200 et 300 pertes. Les Argyll and Sutherland Highlanders du Canada se battirent pendant 3 jours solides pour capturer la colline 195 qui surplombait la ville de Falaise. Le soldat John Thompson était là. Il écrivit dans son journal que les SS ne se rendraient pas peu importe quoi. Chaque ferme devait être nettoyée avec des grenades et des fusils. Il décrivit avoir trouvé des soldats morts de la Hitlerjugend qui avaient l'air d'avoir 15 ans, tenant encore des grenades dans leurs mains mortes. Du côté allemand, la scène semblait différente, mais tout aussi terrible. Les officiers SS avaient reçu l'ordre de tenir à tout prix. Ils gagnaient du temps pour que la 7e armée s'échappe par la brèche. Chaque heure où ils retardaient les Canadiens signifiait que des milliers de soldats allemands supplémentaires pouvaient fuir vers l'Est. L'as des chars SS, Michael Wittmann, avait été tué le 8 août, mais ses camarades continuaient la défense fanatique qu'il avait commencée. Il savait qu'il mourrait probablement, mais il se battait quand même. Le général Simmons poussait ses forces épuisées au-delà de leurs limites. Il savait que chaque heure de retard permettait à plus d'Allemands de s'échapper. Toute la campagne dépendait de la fermeture rapide de cette brèche. Dans son quartier général, regardant des cartes couvertes de marques rouges montrant les pertes, il dit à ses officiers qu'ils devaient continuer à avancer, quel qu'en soit le coût. Le 16 août, la ville de Falaise tomba finalement aux mains des forces canadiennes. Les soldats levèrent leurs drapeaux au-dessus des bâtiments en ruine, mais la bataille n'était pas terminée. La brèche restait encore ouverte, et 19 km séparaient encore les Canadiens des forces américaines de Patton, au sud. Par cette ouverture de 19 km, les Allemands se déversaient comme une rivière. Ils abandonnaient leur équipement lourd, mais sauvaient leurs soldats. Des camions et des chars brûlaient sur les bords des routes, mais les hommes à l'intérieur avaient déjà fui à pied. Les chiffres racontaient une histoire sinistre. Du 14 au 19 août, les pertes canadiennes dépassèrent 4000 hommes tués, blessés ou disparus. Les pertes allemandes à l'intérieur de la poche étaient encore plus élevées. 10 000 Allemands avaient été tués. 50 000 étaient déjà capturés. Mais entre 20 000 et 40 000 soldats allemands s'échappaient encore par la brèche. La distance entre les deux armées alliées se réduisait de 19 km à 16 km à 8 km, mais elle se réduisait trop lentement. Le 19 août apporta le moment critique. La première division blindée polonaise, se battant sous commandement canadien, atteignit le village de Chambois depuis le nord.
Ils pouvaient voir les positions américaines au loin. La brèche n'était maintenant large que de 5 kilomètres. Les Canadiens et les Polonais se préparèrent pour une dernière poussée. S'ils pouvaient rejoindre les Américains et sceller complètement la poche, la 7e armée allemande serait détruite. Mais si les Allemands perçaient avant que la brèche ne se ferme, des dizaines de milliers de soldats ennemis s'échapperaient pour se battre un autre jour. Tout était en équilibre ce soir d'été. Les Alliés pourraient-ils fermer le piège avant que les Allemands ne se glissent à travers? Et quand la brèche se fermerait finalement, qui y arriverait en premier pour revendiquer la victoire? Le soir tomba le 19 août 1944. La première division blindée polonaise s'était battue sous commandement canadien pendant des jours. Maintenant, elle se tenait sur un terrain élevé près du village de Chambois. Le général de division Stanisław Maksek regarda à travers ses jumelles vers le sud. 3 kilomètres plus loin, il pouvait voir les positions américaines. Après tout le sang et tous les combats, les deux armées alliées étaient finalement assez proches pour se toucher. Le capitaine Jerzy Wozowski rassembla ses hommes à 19 h ce soir-là. Il avait reçu l'ordre de mener une patrouille depuis le terrain élevé jusqu'à Chambois même. Le village se trouvait dans une vallée entre les forces nord et sud. Si les troupes polonaises pouvaient l'atteindre et rejoindre les Américains, la poche de falaise serait scellée. Mais y arriver signifiait traverser un terrain découvert où des soldats allemands essayaient encore de s'échapper. Les balles volaient dans toutes les directions. Les obus d'artillerie tombaient au hasard, alors que des unités allemandes désespérées tiraient sur tout ce qui bougeait. Waski et ses hommes descendaient prudemment la colline. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers les champs. Ils pouvaient entendre les bruits de la bataille tout autour d'eux. Les mitrailleuses crépitaient au loin. Les moteurs de chars rugissaient. Des hommes criaient en allemand, en anglais, en français et en polonais. L'air sentait le carburant brûlé et la poudre à canon. Des chevaux morts gisaient éparpillés sur les routes, parce que les Allemands utilisaient encore des chevaux pour tirer bon nombre de leurs chariots de ravitaillement. À 19 h 20, la patrouille de Waski entra sur la place principale de Chambois. Des soldats américains de la 90e division d'infanterie étaient déjà là, à couvert derrière les bâtiments. Pendant un instant, personne ne bougea. Les soldats polonais et les soldats américains se regardèrent de part et d'autre de la place. Puis quelqu'un rit. Un lieutenant américain s'avança, la main tendue. Wazowski la serra. Un photographe immortalisa le moment. Les pinces nord et sud s'étaient rejointes. La poche de falaise était officiellement fermée. Mais fermer la poche sur une carte ne signifiait pas que les combats étaient terminés. La vraie bataille ne faisait que commencer. Le matin du 20 août, des milliers de soldats allemands à l'intérieur de la poche réalisèrent qu'ils étaient piégés. Ils avaient deux choix. Ils pouvaient se rendre, ou ils pouvaient essayer de percer les minces lignes alliées avant que l'encerclement ne devienne trop solide. Beaucoup choisirent de se battre. Les forces polonaises tenaient les hauteurs sur la colline 262. Les soldats l'appelaient Machuga, ce qui signifiait la masse en polonais. De cette colline, ils pouvaient voir sur des kilomètres dans toutes les directions. Ils pouvaient observer les colonnes allemandes tentant de s'échapper. Ils pouvaient diriger le tir d'artillerie sur les véhicules allemands rampant sur les routes en contrebas. Mais tenir la colline signifiait devenir une cible pour chaque unité allemande désespérée de s'échapper ou de secourir leurs camarades piégés. Le lieutenant Alexander Stefanovich tenait un poste d'observation d'artillerie sur la colline 262. Il regarda en bas dans la vallée et vit des milliers de soldats allemands tentant de fuir vers l'est. Leurs véhicules étaient pare-choc contre pare-choc sur les routes étroites. L'artillerie polonaise et les chars polonais tiraient constamment sur les colonnes. Le bruit était incroyable, se souviendrait plus tard Stefanovich. Les explosions roulaient à travers la vallée comme le tonnerre. La fumée s'élevait en colonnes sombres des camions et des chars en flammes. Les Allemands continuaient d'arriver quand même, vague après vague, parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Puis les Allemands commencèrent à attaquer la colline elle-même. Des unités de l'intérieur de la poche chargèrent les pentes, essayant de percer et de s'échapper. En même temps, des forces allemandes de l'extérieur de la poche attaquèrent de la direction opposée, essayant de percer un trou et de secourir leurs frères piégés. Les soldats polonais sur la colline 262 furent soudainement encerclés sur 3 côtés. Ils étaient en infériorité numérique. Leurs munitions s'épuisaient, mais ils tenaient leur position, parce qu'ils comprenaient ce qui se passerait s'ils battaient en retraite. Si les Allemands reprenaient cette colline, ils pourraient s'échapper par milliers. Toute la bataille serait perdue. Pendant 2 jours, les Polonais combattirent sur cette colline. L'infanterie allemande attaqua encore et encore.
Des chars allemands tentèrent de pousser sur les pentes. Stefanovic et ses camarades soldats tirèrent jusqu'à ce que les canons de leurs fusils soient trop chauds pour être touchés. Quand ils manquèrent de munitions pour mitrailleuses, ils récupérèrent des balles sur les soldats morts. Quand les obus d'artillerie furent épuisés, ils appelèrent des renforts canadiens pour en apporter davantage. Le soleil tapait pendant la journée. La pluie tombait la nuit. Les hommes étaient épuisés, affamés et terrifiés, mais ils ne quittèrent pas leur position. Du point de vue allemand, la scène était chaos et désespoir. Des milliers de troupes de la Wehrmacht et des SS tentaient de s'échapper avant que la poche ne se ferme complètement. Beaucoup abandonnèrent leurs véhicules et tentèrent de s'échapper à pied par des brèches dans les lignes alliées. D'autres restèrent pour se battre, créant des corridors pour que leurs camarades puissent fuir. La deuxième division blindée SS Das Reich de la Waffen-SS attaqua de l'extérieur de la poche, martelant les positions polonaises et canadiennes, essayant de créer une route d'évasion pour les unités piégées à l'intérieur. Les forces canadiennes fermaient les petites brèches restantes, se coordonnant avec les Polonais et les Américains pour s'assurer qu'aucune route d'évasion ne reste ouverte. L'artillerie canadienne soutenait les défenseurs polonais sur la colline 262. L'infanterie canadienne avançait pour rejoindre les positions polonaises et renforcer la ligne. Les Canadiens savaient que si les Polonais étaient submergés, toute la section nord de l'encerclement s'effondrerait. L'action décisive vint du courage de soldats ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. Les artilleurs polonais sur la colline 262 continuèrent à tirer même lorsque l'infanterie allemande chargeait leur position. Les renforts canadiens combattirent à travers les contre-attaques allemandes pour atteindre les Polonais encerclés. Les troupes américaines tinrent leur position au sud, complétant l'anneau. Le 21 août, les forces canadiennes percèrent finalement pour soulager les défenseurs polonais sur la colline 262. La colline avait tenu, la poche était scellée. Les conséquences immédiates furent stupéfiantes. Le 21 août, la poche de falaise était définitivement fermée. 50 000 Allemands avaient été capturés à l'intérieur du piège. 10 000 Allemands gisaient morts dans les champs et sur les routes. Les restes de 15 divisions allemandes avaient été détruits. Ce n'était pas n'importe quelle division. C'étaient les meilleures unités qu'il restait à l'Allemagne en France. Leur efficacité au combat avait disparu. La route vers Paris était maintenant grande ouverte. Le groupe d'armée B allemand, qui avait défendu la Normandie depuis le jour J, n'existait plus en tant que force combattante. Mais même alors que la bataille atteignait sa conclusion, quelque chose d'autre se passait dans les coulisses. Le 20 août, alors que les soldats polonais se battaient encore pour leur vie sur la colline 262, alors que les troupes canadiennes fermaient encore les dernières brèches, le général Patton s'assit et écrivit son rapport à Eisenhower. Dans ce rapport, Patton affirma que sa 3e armée avait scellé la brèche de Falaise. Il revendiqua le mérite d'avoir détruit la 7e armée armemande. Il écrivit sur le courage américain et le succès américain. Il minimisa ce que les Canadiens avaient fait. Il ne dit rien sur les forces polonaises tenant la colline 262 contre des chances impossibles. Il ne dit rien sur les 7000 victimes canadiennes et polonaises qui avaient rendu la victoire possible. Le rapport de Patton soulignait que ses forces avaient atteint Argentan en premier, ce qui était vrai. Mais atteindre Argentan n'était pas la même chose que fermer la brèche. Patton s'était arrêté à Argentan parce que c'était ses ordres. Les Canadiens et les Polonais avaient continué à avancer depuis le nord, livrant les batailles les plus dures, traversant le terrain le plus dangereux, affrontant les divisions ennemies les plus coriaces. Ils avaient payé le prix pour fermer la poche. Maintenant, Patton voulait la gloire pour le travail qu'ils avaient accompli. Le rapport atterrit sur le bureau d'Eisenhower, alors que l'odeur de fumée planait encore sur le champ de bataille de Falaise. Le commandant suprême lut attentivement les mots de Patton. Il connaissait la vérité. La question était de savoir ce qu'il allait en faire. Les combats se terminèrent le 21 août, mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Du 21 au 25 août 1944, la vérité sur ce qui s'était passé à Falaise devint impossible à ignorer. Le champ de bataille lui-même racontait une histoire qu'aucun rapport ne pouvait cacher et qu'aucun général ne pouvait transformer en quelque chose de plus joli que la réalité. Eisenhower décida de voir le champ de bataille de ses propres yeux. Le 23 août, 2 jours après la fermeture de la poche, il visita la région de Falaise. Son chauffeur l'emmena le long de la route que tout le monde appelait déjà le couloir de la mort. Ce qu'Eisenhower vit ce jour-là resterait avec lui pour le reste de sa vie. La destruction s'étendait sur 3 kilomètres dans toutes les directions. 3000 véhicules allemands gisaient détruits le long des routes et dans les champs. Des chars étaient explosés, leurs tourelles gisant à 15 mètres de leur corps. Des camions étaient écrasés et brûlés. Des pièces d'artillerie se dressaient abandonnées,
leurs équipages morts ou capturés ou enfuis. Les véhicules étaient entassés si étroitement sur les routes qu'on pouvait marcher de l'un à l'autre sans jamais toucher le sol. Mais ce n'était pas seulement les véhicules. Des chevaux morts étaient partout. Les Allemands utilisaient encore des chevaux pour tirer les chariots de ravitaillement, et des milliers de ces animaux avaient été tués dans le bombardement d'artillerie alliée. Certaines estimations disaient 2000 chevaux morts. D'autres estimations disaient 5000. Personne ne connaissait le nombre exact, parce qu'il y en avait trop pour les compter. L'odeur était accablante. Eisenhower et les autres officiers avec lui attachèrent des tissus sur leurs visages, mais cela n'aida pas beaucoup. La chaleur d'août avait cuit les morts pendant des jours. Des corps canadiens, polonais, américains et allemands étaient encore collectés pour l'enterrement. Des équipes de médecins marchaient à travers les décombres avec des civières, cherchant des hommes blessés qui pourraient encore être vivants. Des équipes d'enterrement creusaient des tombes. Le travail continuait jour et nuit. Eisenhower écrivit plus tard dans ses mémoires que le champ de bataille de Falaise était incontestablement l'un des plus grands champs de massacre de toutes les zones de guerre. Il dit que les scènes ne pouvaient être décrites que par Dante, le poète qui écrivit sur l'enfer. Eisenhower écrivit qu'il était littéralement possible de marcher pendant des centaines de mètres à la fois, ne marchant sur rien d'autre que de la chair morte et en décomposition. C'était le champ de bataille dont Patton revendiquait le mérite d'avoir créé. C'était la victoire qu'il disait appartenir à sa troisième armée. Mais Eisenhower savait mieux. Il savait quelles armées avaient fait les combats et quelles armées avaient fait les morts. Différents groupes réagirent à la fin de la bataille de différentes manières. Les Canadiens ressentaient une satisfaction épuisée mêlée d'une colère croissante. Ils venaient de livrer la bataille la plus dure de leur guerre. Ils avaient avancé de 32 km contre les meilleures divisions allemandes en France. Ils avaient subi 5500 victimes. Ils avaient fermé la brèche depuis le nord pendant que Patton restait à Argentan. Maintenant, ils apprenaient que Patton s'attribuait le mérite de leur travail. Quand la nouvelle de sa revendication se répandit dans les unités canadiennes, les soldats furent furieux. Le général Crérard, commandant la première armée canadienne, était furieux quand il entendit parler du rapport de Patton. Le 22 août, il écrivit une lettre à Montgomery. Dans cette lettre, Crérard dit que l'armée canadienne avait écrit une page d'histoire. Il dit qu'il devait s'assurer que cette page soit lue correctement. Il écrivit qu'il n'avait aucun désir de gloire imméritée, mais qu'il n'accepterait pas non plus une obscurité imméritée. Crérard comprenait ce qui se passait. Quelqu'un essayait d'effacer les réalisations canadiennes du registre historique. Il ne le permettrait pas sans se battre. La réaction polonaise fut plus silencieuse, mais non moins fière. La première division blindée polonaise avait subi 35% de pertes en tenant la colline 262. Plus d'un soldat polonais sur 3 avait été tué ou blessé en seulement 2 jours de combat. Le général Maxek savait que ses troupes avaient accompli une défense épique qui serait étudiée dans les écoles militaires pendant des générations. Mais il savait aussi que les contributions polonaises seraient probablement oubliées. La Pologne était déjà trahie à Staline et aux Soviétiques. Après la guerre, il n'y aurait pas de Pologne libre pour honorer le sacrifice de sa division. Les hommes s'étaient battus brillamment, mais l'histoire pourrait les oublier entièrement. Au sein de la 3e armée américaine, les réactions furent compliquées. Beaucoup d'officiers d'état-major de Patton se sentaient mal à l'aise avec les revendications de leur commandant. Ils avaient lu les mêmes rapports de renseignement qu'Eisenhower avait lus. Ils savaient que les Canadiens et les Polonais avaient fermé la pince nord. Ils savaient que le rôle de la 3e armée avait été d'atteindre Argentan et de tenir, ce qu'ils avaient fait parfaitement. Mais Patton était leur général. Ils restèrent loyaux envers lui, même quand ils doutaient en privé de sa version des événements. Certains officiers documentèrent la vérité dans leurs journaux personnels, espérant peut-être que la vraie histoire sortirait un jour. Au niveau supérieur du commandement américain, Eisenhower lisait les rapports de Patton avec une frustration croissante. Il avait accès aux résumés de renseignements, aux cartes de bataille et aux chiffres de victimes de toutes les armées impliquées. Il savait exactement qui avait combattu où et qui avait payé quel prix. Le général Bradley, qui était le supérieur immédiat de Patton, essaya de modérer les revendications de Patton. Bradley suggéra un langage plus doux dans les rapports, mais il ne contredit pas directement Patton. La chaîne de commandement était compliquée, et Bradley ne voulait pas créer une crise. La réaction britannique vint de Montgomery, qui commandait le 21e groupe d'armée. Montgomery était lui-même une figure controversée, souvent accusé de s'attribuer trop de mérite. Mais sur cette question, il insista sur un registre historique précis. Il envoya des rapports de bataille détaillés à Eisenhower, qui soulignaient les rôles canadiens et polonais dans la fermeture de la brèche. Montgomery avait ses défauts, mais il ne permettrait pas que les réalisations canadiennes sous son commandement soient volées.
Le coût humain de la fermeture de la brèche de Falaise était maintenant clair en chiffres précis. La première armée canadienne avait subi 5500 victimes du 8 au 23 août. La première division blindée polonaise avait subi 1400 victimes. La troisième armée des États-Unis dans le secteur d'Argentan avait subi 800 victimes. Du côté allemand, 10 000 avaient été tués et 50 000 avaient été capturés. Le prix de la victoire avait été payé principalement en sang canadien et polonais. Mais même au milieu de toute cette mort, des moments d'humanité apparurent. Les médecins canadiens soignèrent les blessés allemands dans les hôpitaux de campagne. Ils ne faisaient aucune distinction entre amis et ennemis une fois les combats arrêtés. Le serment d'Hippocrate comptait plus que l'uniforme. Le soldat Gordon Rennie de l'infanterie légère canadienne Princess Patricia décrivit avoir trouvé de jeunes soldats SS blessés et pleurant pour leur mère. « C'était juste des gamins », dirait-il plus tard. « Nous leur avons donné de l'eau et les avons envoyés aux médecins. » L'ennemi redevenait humain une fois qu'il saignait et était impuissant. Les soldats américains et canadiens se rencontrèrent à Chambois et célébrèrent ensemble malgré la rivalité de leurs commandants. Ils partagèrent des cigarettes et des rations. Ils échangèrent des histoires sur les combats. Ils prirent des photographies ensemble. Au niveau des soldats, il n'y avait pas de compétition pour la gloire. Il n'y avait que le soulagement d'être vivant et le respect pour quiconque avait survécu. Le problème plus profond devenait clair pour Eisenhower. Ce n'était pas seulement une question d'une bataille ou de l'ego d'un général. C'était une question de savoir quelle version de l'histoire serait enregistrée et mémorisée. Les sacrifices canadiens seraient-ils honorés dans le registre officiel ou deviendraient-ils des notes de bas de page à la gloire américaine? Les Polonais qui tinrent la colline 262 seraient-ils mémorisés ou disparaîtraient-ils entièrement de l'histoire? Eisenhower réalisa qu'il devait aborder cela directement. La vérité historique comptait. Les hommes qui étaient morts méritaient une reconnaissance précise. Et l'alliance entre nations dépendait de l'équité et de l'honnêteté sur qui avait fait quoi. Eisenhower prit sa décision. Il confronterait Patton directement sur les fausses revendications. Il s'assurerait que le registre officiel dise la vérité. La question était de savoir comment Patton réagirait quand le commandant suprême le convoquerait et lui dirait qu'il avait tort. Et je suis désolé d'interrompre, mais si vous appréciez cette histoire, veuillez envisager de vous abonner à Canadiens en guerre. Cela nous aide vraiment à continuer de raconter ces histoires oubliées. Maintenant, retour à Eisenhower. Entre le 24 et le 25 août 1944, Eisenhower convoqua Patton au quartier général suprême. La réunion eut lieu à huis clos. Aucun sténographe n'était présent pour prendre des notes. Aucun registre officiel ne fut créé. C'était entre deux généraux, rien de plus. Mais les personnes qui furent informées par la suite décrivirent une confrontation tendue que ni l'un ni l'autre n'oublierait. Eisenhower s'était soigneusement préparé pour cette réunion. Il avait lu chaque rapport du champ de bataille de Falaise. Il avait visité le couloir de la mort et vu la destruction de ses propres yeux. Il avait parlé personnellement avec les commandants canadiens, polonais et britanniques. Il avait étudié les chiffres de victimes et les cartes de bataille. Il connaissait la vérité dans les moindres détails. Maintenant, il devait faire comprendre à Patton que la vérité comptait plus que la gloire personnelle. Les officiers d'état-major qui furent informés après la réunion reconstituèrent plus tard ce qu'Eisenhower dit. Le message du commandant suprême était direct et clair. « George, j'ai lu vos rapports. J'ai visité le champ de bataille. J'ai parlé avec les commandants canadiens, polonais et britanniques. Les Canadiens ont fermé la brèche depuis le nord. Ils ont combattu les divisions allemandes les plus coriaces à travers le terrain le plus difficile. Ils ont subi les pertes les plus élevées. Votre armée a atteint Argentan, où je vous ai ordonné de vous arrêter. Vous avez tenu votre position parfaitement. C'était votre mission, et vous l'avez accomplie. Mais vous n'avez pas fermé la brèche de Falaise. Les Canadiens et les Polonais l'ont fait. J'ai besoin que votre prochain rapport reflète cette réalité. » Les mots furent choisis avec soin. Eisenhower loua ce que la Troisième Armée avait réellement fait. Atteindre Argentan était important. Tenir l'épaule sud de la poche était un travail vital. Les forces de Patton avaient accompli leur mission exactement comme ordonné. Mais atteindre Argentan n'était pas la même chose que fermer la brèche. Cette distinction comptait, et Eisenhower insistait pour que Patton la reconnaisse. La réaction de Patton se montra dans son entrée de journal du 25 août. Il écrivit qu'Ike lui avait passé un savon à propos de son rapport. Patton se plaignit qu'Eisenhower exigeait qu'il donne du crédit aux Canadiens. Il écrivit que c'était toute de la foutue politique. Patton croyait encore que sa Troisième Armée aurait pu fermer la brèche elle-même si Montgomery ne les avait pas arrêtés. Mais Eisenhower insistait sur la guerre de coalition et l'unité alliée. Patton écrivit qu'il modifierait son rapport s'il le devait,
mais il croyait que l'histoire montrerait finalement le vrai rôle de la Troisième Armée. Même dans son journal privé, Patton ne pouvait pas admettre la simple vérité. Les Canadiens avaient fait les combats les plus durs. Ils avaient subi le plus de pertes. Ils avaient fermé la brèche. L'armée de Patton avait brillamment performé en atteignant Argentan, mais c'était une réalisation différente de ce qu'il revendiquait. Eisenhower ne s'arrêta pas à la confrontation privée. Il s'assura que le registre public raconterait l'histoire exacte. Le 25 août, le quartier général suprême publia une déclaration de presse officielle. La déclaration disait que la première armée canadienne, incluant les forces polonaises et britanniques, avait complété l'encerclement nord des forces allemandes dans la poche de Falaise. Le langage était prudent et précis. Quiconque le lisait comprendrait qui avait fait quoi. Eisenhower écrivit également un rapport détaillé au chef d'état-major combiné, la direction militaire des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Dans ce rapport, il donna le mérite principal pour la fermeture de la pince nord aux Canadiens et aux Polonais. Il décrivit leur avance, leurs pertes et leurs réalisations. Il mentionna le rôle de la Troisième Armée dans la tenue d'Argentan, ce qui était également important, mais il précisa que c'était des contributions différentes à la même victoire. Enfin, Eisenhower parla en privé avec Winston Churchill et Franklin Roosevelt. Il voulait que les dirigeants politiques de la Grande-Bretagne et des États-Unis comprennent les contributions canadiennes. Il savait qu'après la guerre, il y aurait des arguments sur qui avait gagné quelle bataille. Il voulait que la vérité soit établie maintenant, pendant que les preuves étaient fraîches et que les souvenirs étaient clairs. Les conséquences stratégiques de la fermeture de la brèche de Falaise se répercutèrent à travers la France et au-delà. Paris fut libéré le 25 août, seulement 4 jours après la fermeture de la poche. Les forces allemandes qui auraient pu défendre la capitale française étaient mortes ou capturées à Falaise. L'avance alliée s'accéléra à travers la France. Les troupes allemandes étaient en pleine retraite vers la ligne Siegfried, les fortifications le long de la frontière ouest de l'Allemagne. La guerre en France était essentiellement gagnée. Tout cela devint possible parce que les Canadiens et les Polonais avaient fermé la brèche et détruit le groupe d'armée B allemand. Pour la gestion de la coalition, la gestion par Eisenhower de la situation Patton renforça l'unité alliée plutôt que de l'affaiblir. Les Canadiens virent que le commandant suprême défendrait la vérité, même quand cela signifiait confronter le général américain le plus célèbre. La confiance dans le leadership américain fut maintenue. Un précédent fut établi qui guiderait l'alliance pour le reste de la guerre. Le crédit exact importait. L'équité importait. La coalition ne survivrait que si chaque nation sentait que ses contributions étaient honnêtement reconnues. Les leçons tactiques de Falaise devinrent partie de la doctrine militaire. La guerre d'encerclement fonctionnait, mais seulement si la poche était fermée complètement avant que l'ennemi ne puisse s'échapper. La bataille montra également l'importance de la coordination entre différentes forces nationales, et elle démontra que la guerre de coalition nécessitait un crédit de coalition. On ne pouvait pas demander aux soldats polonais de mourir sur la colline 262 et ensuite prétendre que les Américains avaient gagné la bataille. Différentes perspectives sur la bataille révélèrent à quel point la vérité historique pouvait être compliquée. Les commandants allemands qui furent capturés à Falaise donnèrent leur propre évaluation. Le général Heinrich Eberbach, qui avait commandé la 7e armée, fut interrogé après la guerre. Il dit clairement que les Britanniques et les Canadiens attaquèrent avec une grande détermination depuis le nord. C'est là que notre armée fut détruite. Il dit que l'ennemi lui-même donna crédit aux Canadiens. Du point de vue britannique, même Montgomery créditait pleinement les Canadiens dans ses mémoires. Montgomery était célèbre pour s'attribuer trop de crédit. Mais sur Falaise, il insista sur la reconnaissance canadienne. Malgré tous ses défauts, il ne volerait pas la gloire aux hommes qui avaient combattu sous son commandement. La perspective canadienne en fut une de soulagement et de validation. Finalement, après avoir été éclipsée pendant des années, leur armée avait gagné une bataille majeure sous commandement canadien. Le général Crérard et ses officiers furent satisfaits qu'Eisenhower ait assuré une reconnaissance exacte. Mais ils savaient aussi que les revendications initiales de Patton persisteraient dans les histoires américaines populaires. La bataille pour la mémoire historique continuerait longtemps après que la bataille pour Falaise se soit terminée. Les comparaisons statistiques rendaient la vérité évidente pour quiconque voulait regarder les chiffres. Les forces canadiennes subirent 18% de pertes durant l'opération de Falaise. Les forces polonaises subirent 35% de pertes. Les forces américaines dans le secteur d'Argentan subirent 4% de pertes. L'armée qui saigna le plus avait fait les combats les plus durs. L'équipement allemand détruit à Falaise incluait 344 chars et canons automoteurs, 2447 autres véhicules et 252 pièces d'artillerie.
Cela représentait environ 60% de toute l'armure allemande en Normandie, détruite en une seule bataille. L'ampleur de la victoire était énorme, ce qui rendait la question du crédit encore plus importante. Les perceptions commencèrent à changer après l'intervention d'Eisenhower. Avant Falaise, beaucoup de gens voyaient les Canadiens comme des acteurs de soutien aux vedettes américaines et britanniques. Après qu'Eisenhower eut assuré une reconnaissance appropriée, une conscience croissante se développa de la capacité militaire canadienne. La réputation de l'armée canadienne fut établie comme une force de combat d'élite. Pas seulement des soldats compétents, mais exceptionnels. Même l'ennemi reconnut cela. Les commandants allemands d'après-guerre classèrent constamment les troupes canadiennes parmi les adversaires les plus coriaces qu'ils avaient affrontés. Le général SS Kurt Meyer, qui commandait la 12e division Panzer SS, dit que les Canadiens étaient des combattants tenaces. « Nous savions toujours quand nous les affrontions », dit-il. Venant d'un ennemi, c'était peut-être le plus grand compliment possible. Eisenhower avait fait ce que peu de leaders dans sa position auraient fait. Il avait dit une vérité inconfortable à un subordonné difficile. Il avait insisté sur l'exactitude plutôt que sur la politique. Il avait protégé le dossier historique de la distorsion. Et ce faisant, il avait montré à quoi ressemblait le vrai leadership. Les années après, Falaise révélèrent les différents chemins que ces hommes emprunteraient. Certains reçurent les honneurs qu'ils méritaient, d'autres moururent avant de voir la reconnaissance. D'autres encore vécurent en exil, oubliés par les nations qu'ils avaient servies. Le général Guy Simonds survécut à la guerre et s'éleva pour devenir chef d'état-major général de l'armée canadienne de 1951 à 1961-55. Il était l'officier le plus haut gradé dans l'armée du Canada. Mais Simonds ne chercha jamais la publicité pour ce qui s'était passé à Falaise. Il garda ses papiers privés soigneusement organisés, et ces papiers montraient qu'il était satisfait qu'Eisenhower ait assuré le dossier historique exact. Quand les journalistes lui demandèrent au sujet des revendications de Patton dans les années 1960, Simonds répondit avec une diplomatie prudente. « Le général Patton était un grand commandant, disait-il. Mais Falaise était une bataille canadienne. » Simonds vécut jusqu'en 1974, mourant à l'âge de 71 ans avec sa réputation intacte. La santé du général Harry Crerar se brisa sous le stress du commandement. Il avait été malade durant une grande partie de la campagne de Normandie, se poussant au-delà de ce que son corps pouvait supporter. Après que la guerre se termina en 1945, il prit sa retraite en 1946. Crerar passa ses années de retraite à travailler pour s'assurer que l'histoire de guerre canadienne documentait avec précision les réalisations de son armée. Il échangea des lettres avec Eisenhower, remerciant le commandant suprême d'avoir défendu la vérité historique. Ces lettres existent encore dans les archives. Crerar mourut en 1965, satisfait que le dossier montrerait ce que ces hommes avaient accompli. L'histoire du général Stanisław Maczek fut la plus triste de toutes. Il commanda les forces polonaises brillamment jusqu'à la fin de la guerre. Sa division combattit à travers la France, la Belgique et en Allemagne. Ils étaient des héros, mais après la guerre, la Pologne communiste révoqua sa citoyenneté. Le nouveau gouvernement à Varsovie, contrôlé par Staline, déclara Maczek traître pour avoir combattu avec les alliés occidentaux. Il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il était un général sans pays. Maczek vécut en exil en Écosse, la nation où beaucoup de soldats polonais s'étaient installés. Incapable de trouver un travail correspondant à ses capacités, il travailla comme barman à Édimbourg. Imaginez un général qui avait commandé des milliers d'hommes, qui avait tenu la colline 262 contre des chances impossibles, servant maintenant des boissons à des étrangers qui ne connaissaient pas son nom. Le gouvernement polonais ignora ses contributions pendant 45 ans. Seulement après que le communisme tomba en 1989, la Pologne le reconnut finalement comme un héros. Maczek vécut jusqu'à l'âge de 102 ans, mourant en 1994. Il reçut finalement les honneurs qu'il méritait, mais cela vint 50 ans trop tard. Le lieutenant-général George Patton continua comme commandant de la 3e armée après Falaise. Il mena la charge à travers la France et en Allemagne. Ses tactiques agressives et son leadership audacieux le rendirent encore plus célèbre. Mais Patton ne vit jamais la fin du temps de paix. En décembre 1945, quelques mois seulement après que l'Allemagne se rendit, il fut gravement blessé dans un accident de voiture en Allemagne occupée. Il mourut de ses blessures le 21 décembre 1945. Ses mémoires furent publiées après sa mort. Fait intéressant, la version publiée donna plus de crédit aux Canadiens que ses rapports de terrain originaux n'en avaient donné. Peut-être Patton avait-il accepté la correction d'Eisenhower, ou peut-être ses éditeurs firent-ils les changements. De toute façon, son héritage complexe demeura. Il était un commandant brillant et une personnalité difficile, avide de crédit,
mais capable de grandeur. Le général Dwight Eisenhower continua vers des réalisations encore plus grandes. Il demeura commandant suprême allié en Europe, dirigeant la guerre de Falaise à la victoire finale le 8 mai 1945. Après la guerre, il devint président des États-Unis, servant de 1953 à 1961. En 1948, alors qu'il était encore général, il publia ses mémoires appelés « Croisades en Europe ». Dans ce livre, il décrivit Falaise en détail et créditait spécifiquement les Canadiens et les Polonais pour avoir fermé la pince nord. Tout au long de sa vie, Eisenhower maintint une correspondance avec les groupes de vétérans canadiens. Son intervention à Falaise devint un modèle pour comment il gérait la guerre de coalition. Il insista toujours sur l'exactitude factuelle plutôt que sur la gloire nationale. Les soldats ordinaires qui combattirent à Falaise eurent des histoires plus calmes, mais non moins importantes. Le soldat John Thompson des Argyll and Sutherland Highlanders du Canada fut blessé le 17 août en prenant la colline 195 près de Falaise. Des éclats d'obus touchèrent sa jambe. Il survécut et retourna à Toronto après la guerre. Il devint enseignant façonnant de jeunes esprits au lieu de combattre des batailles. En 1994, au 50e anniversaire de Falaise, la société Radio-Canada l'interviewa. Thompson montra son entrée de journal du 20 août 1944. « Nous avons fermé la brèche », il lisait. « Peu importe ce qu'ils disent dans les journaux, nous savons ce que nous avons fait. » Thompson mourut en 2003, à l'âge de 82 ans, sachant qu'il avait fait partie de quelque chose d'important. Le capitaine Jerzy Wasilewski mena la patrouille polonaise qui rencontra d'abord les troupes américaines à Chambois. Après la guerre, comme Maczek, il ne put retourner en Pologne communiste. Il s'installa à Londres et travailla comme ingénieur. Sa photographie serrant la main d'un lieutenant américain devint une image iconique de la fermeture de la brèche de Falaise, bien que les magazines l'imprimaient souvent avec la mauvaise légende ou la mauvaise date. Wasilewski parla lors de rassemblements de vétérans polonais au sujet de la colline 262 jusqu'à sa mort en 1989, quelques mois avant que le communisme ne tombe dans sa patrie. Il ne revit jamais la Pologne libre. Le lieutenant Aleksander Stefanowicz, l'observateur d'artillerie polonais sur la colline 262, survécut, malgré avoir été blessé 2 fois durant la bataille. Incapable de retourner en Pologne, il immigra au Canada et devint citoyen canadien. Il s'installa à Edmonton, Alberta, et devint ami avec des vétérans canadiens de Falaise. Dans les années 1970, il donna des conférences aux étudiants dans les collèges militaires canadiens au sujet de la bataille. Son message ne changea jamais. Les soldats canadiens et polonais combattirent ensemble, saignèrent ensemble, gagnèrent ensemble, disait-il. C'est ce dont je me souviens. Stefanowicz mourut en 1998, ayant construit une nouvelle vie dans le pays dont les soldats avaient combattu à ses côtés. Le soldat Gordon Rennie du Princess Patricia's Canadian Light Infantry survécut à la guerre et retourna à Vancouver. Il devint facteur et parla rarement de ses expériences de guerre. Ses enfants durent le persuader d'assister à la commémoration de Falaise en France en 1984, 40 ans après la bataille. Là, il rencontra un vétéran allemand âgé qui avait combattu contre lui. Ils se serrèrent la main. Rennie dit plus tard, « Il faisait juste son travail, comme moi. Je suis content que nous ayons tous les deux survécu. » Rennie mourut en 2007, ayant fait la paix avec ses souvenirs. La guerre toucha aussi les civils. Marie Leclerc avait 23 ans quand la bataille arriva à la ferme de sa famille près de Chambois. Sa maison fut détruite. Son père fut tué par un obus perdu pendant que la bataille faisait rage autour d'eux. Marie et sa mère se cachèrent dans leur cave pendant 3 jours pendant que les explosions secouaient le sol au-dessus. Après la bataille, des soldats canadiens les aidèrent à reconstruire. Marie tomba amoureuse d'un de ces soldats. Elle l'épousa et déménagea à Montréal. Elle devint une défenseur du souvenir de guerre, retournant en Normandie chaque août jusqu'à sa mort en 2012, à l'âge de 91 ans. Ces histoires, tragiques et triomphantes ensemble, montraient que l'histoire était faite par de vraies personnes qui vécurent et moururent et essayèrent de construire quelque chose de meilleur à partir des ruines. La mémoire de Falaise vit dans la pierre et le métal à travers la France et le Canada. En 1994, 50 ans après la bataille, la Pologne et la France dédièrent le mémorial Maczek sur la colline 262 à Montormel. Le monument se dresse à l'endroit exact où les soldats polonais tinrent leur position pendant 2 jours contre des attaques des 2 côtés. L'inscription lit « À la mémoire des soldats polonais qui combattirent pour la liberté de la France et de la Pologne ». À côté du monument se trouve un musée qui raconte l'histoire de la bataille. Chaque août, des vétérans et leurs familles se rassemblent là pour se souvenir. La colline qui autrefois tremblait d'explosions se tient maintenant silencieuse,
sauf pour le vent se déplaçant à travers l'herbe. Aussi, en 1994, la France érigea le mémorial de Falaise en Normandie. Ce monument liste toutes les unités alliées qui combattirent dans la bataille. Les divisions canadiennes, polonaises, britanniques et autres alliés sont nommés spécifiquement. Le mémorial assure que quiconque visite saura exactement qui combattit et qui sacrifia. Le dossier historique exact qu'Eisenhower combattit pour protéger est maintenant gravé dans la pierre, où il ne peut être changé ou oublié. À Bretteville-sur-Laize, le cimetière de guerre canadien contient les tombes des Canadiens tués durant la campagne de Normandie. Beaucoup de ceux enterrés là tombèrent durant les batailles de Falaise. Chaque août, des cérémonies se souviennent de la fermeture de la brèche. Des familles canadiennes visitent pour voir où leurs pères et grands-pères reposent. Les pierres tombales blanches se tiennent en rangée parfaite, chacune marquant une vie donnée pour la liberté. À Ottawa, le monument commémoratif de guerre du Canada inclut Falaise parmi les victoires canadiennes majeures commémorées. Les écoliers apprennent au sujet de la bataille. Les livres d'histoire décrivent comment les forces canadiennes fermèrent la pince nord. La bataille est devenue partie de l'identité nationale canadienne, avec la crête de Vimy de la Première Guerre mondiale et la plage Juno du jour J. Comment les nations se souviennent de Falaise a façonné leurs relations depuis. Entre le Canada et les États-Unis, la controverse de Falaise devint une note de bas de page mineure. Les deux pays demeurent des alliés et amis proches, mais les historiens militaires canadiens restent sensibles au sujet des réalisations canadiennes étant attribuées aux Américains. La bataille renforça l'identité nationale canadienne comme séparée de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Les Canadiens prouvèrent qu'ils pouvaient commander au plus haut niveau et gagner des batailles majeures sous leur propre leadership. Entre la Pologne et le Canada, une amitié profonde se développa entre vétérans. Après la guerre, le gouvernement canadien accorda l'asile à beaucoup de soldats polonais qui ne pouvaient retourner en Pologne communiste. La communauté polonaise au Canada garda vivante la mémoire de la première division blindée polonaise et leur position sur la colline 262. Les Canadiens polonais nommèrent des rues et des parcs d'après le général Maxek. Ils racontèrent à leurs enfants des histoires de la bataille. Quand la Pologne devint finalement libre en 1989, ces connexions entre les deux nations demeurèrent fortes, pour l'unité alliée. Plus largement, la gestion de Patton par Eisenhower établit un précédent important. Les futurs commandants de coalition apprirent des leçons précieuses de ce qui s'était passé à Falaise. Donner crédit avec exactitude, gérer les sensibilités nationales avec soin, ne jamais laisser l'ego d'un commandant endommager la cohésion de l'Alliance. Quand l'OTAN fut formée en 1949, ces leçons devinrent partie de comment l'Alliance opérait. Les exercices d'entraînement étudient encore Falaise comme un modèle de coopération militaire multinationale et l'importance de la communication honnête. La doctrine militaire changea à cause de Falaise. La bataille confirma l'importance de la coordination des armes combinées, utilisant l'infanterie, l'armure et l'artillerie ensemble. Elle montra que l'encerclement rapide des forces ennemies pouvait gagner des victoires décisives. Mais elle enseigna aussi que les poches doivent être fermées complètement avant que l'ennemi ne s'échappe. La brèche à Falaise resta ouverte trop longtemps, permettant à des dizaines de milliers de soldats allemands de fuir. Les futurs commandants étudièrent cette erreur et en apprirent. La bataille prouva aussi que la guerre de coalition nécessite un crédit de coalition. On ne peut pas demander aux soldats de différentes nations de combattre ensemble et ensuite nier à certains d'entre eux la reconnaissance pour leur sacrifice. L'identité nationale et la mémoire façonnèrent comment différents pays se souviennent de Falaise. Pour le Canada, la bataille devint un point de fierté avec la crête de Vimy et la plage Juno. Falaise est une des réalisations militaires canadiennes déterminantes. Mais il y a aussi de la frustration, que les contributions canadiennes sont souvent éclipsées dans les histoires populaires et les films hollywoodiens. Les Américains connaissent Patton grâce aux films. Beaucoup moins connaissent Simons ou Crérard, ou les soldats canadiens qui fermèrent réellement la brèche. Pour la Pologne, la colline 262 devint un symbole d'excellence militaire polonaise et de la tragédie de l'exil. Durant l'ère communiste de 1945 à 1989, la Pologne ne put honorer correctement Maciek et sa division. Seulement après la chute du communisme, la Pologne reconnut finalement ses héros. Le délai rendit la reconnaissance douce amère. La plupart des hommes qui combattirent sur cette colline étaient déjà morts au moment où leur pays reconnut leur sacrifice. Pour les États-Unis, la légende de Patton grandit dans la culture populaire. Le film de 1970, Patton, le rendit encore plus célèbre. Parfois, le film et d'autres histoires populaires perpétuèrent sa version des événements. Mais les historiens militaires sérieux ont toujours reconnu le rôle canadien primaire dans la fermeture de Falaise. La vérité existe pour quiconque veut regarder au-delà des mythes. Les vies des survivants et leurs descendants portent la mémoire en avant.
Pendant de nombreuses années, les vétérans parlaient rarement de leurs expériences. Les souvenirs étaient trop douloureux, les pertes étaient trop grandes. Mais dans les années 1990 et 2000, alors que les vétérans vieillissaient, des efforts commencèrent pour enregistrer leurs histoires orales, des documentaires furent faits, des livres furent écrits. Des petits-enfants qui n'avaient jamais entendu leur grand-père parler de la guerre apprirent soudainement qu'il avait été à Falaise. Les groupes de défense des vétérans poussèrent pour une reconnaissance appropriée. Le gouvernement canadien répondit lentement, avec des commémorations et du matériel éducatif. Les programmes scolaires inclurent des leçons sur Falaise. Les jeunes Canadiens apprirent que leur pays avait joué un rôle majeur dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Les descendants organisèrent des voyages en Normandie. Ils marchèrent sur le terrain sur lequel leur père et grand-père avaient combattu. Ils se tinrent sur la colline 262, où les Polonais firent leur position. Ils visitèrent les cimetières et lurent les noms sur les pierres tombales. Ces pèlerinages gardèrent la mémoire vivante pour les nouvelles générations. Que nous enseigne Falaise sur la guerre, sur l'humanité, sur le courage. La bataille montre que même dans la victoire, la confusion et le chaos règnent. Aucune bataille ne se déroule selon le plan. Le succès vient à travers le courage et le sacrifice des soldats ordinaires. Pas seulement la brillance des généraux. Les jeunes hommes qui avancèrent à travers ces champs normands sous le feu n'étaient pas des guerriers professionnels. Ils étaient des fermiers et des ouvriers d'usine et des étudiants qui devinrent soldats parce que leur pays avait besoin d'eux. Falaise révèle aussi que la compassion peut exister même dans les pires moments de la guerre. Les médecins canadiens traitèrent les blessés allemands sans distinction. Les soldats polonais et canadiens aidèrent les civils français à reconstruire après que la bataille détruisit leurs maisons. Des années plus tard, des vétérans de camps opposés se serrèrent la main et partagèrent du vin. L'humanité que la guerre essaie de détruire ne peut jamais être complètement éteinte. La bataille enseigne que la vérité historique importe. Eisenhower comprit que le crédit exact n'est pas juste une question d'ego. C'est une question d'honorer le sacrifice, de maintenir les alliances et d'enseigner des leçons honnêtes aux générations futures. Quand il dit à Patton de corriger son rapport, Eisenhower protégeait quelque chose de plus important que les faits. Il protégeait le principe que ceux qui paient le prix méritent la reconnaissance. Le courage prend de nombreuses formes. Il y a le courage des soldats polonais sur la colline 262, tirant jusqu'à ce que leurs munitions soient épuisées. Il y a le courage de l'infanterie canadienne, avançant sous le feu d'artillerie. Mais il y a aussi le courage moral d'Eisenhower, en disant une vérité inconfortable à un subordonné puissant. Parfois, le courage le plus difficile est simplement d'insister sur l'honnêteté quand les mensonges seraient plus faciles. Le coup de la fermeture de la brèche fut plus de 15 000 pertes alliées et allemandes. Des milliers de jeunes hommes ne rentrèrent jamais chez eux. Des familles furent brisées. Des parents enterrèrent des enfants. Des épouses devinrent veuves. Le prix de la victoire fut mesuré en chagrin qui dura des générations. Mais ce sacrifice signifiait quelque chose. Paris fut libéré. La France fut libérée. La guerre fut raccourcie. La Pologne regagna finalement son indépendance, bien que pas avant 1989. La démocratie fut préservée. Le monde pour lequel ces soldats combattirent n'était pas parfait, mais il était meilleur que le monde qu'Hitler voulait créer. Août 2024 marqua le 80e anniversaire de la bataille. Une poignée de vétérans dans leurs fin 90 et 100 ans assistèrent à la commémoration à la colline 262. Des vétérans canadiens, polonais et même un vétéran allemand se tinrent ensemble au mémorial. Ils étaient de vieux hommes maintenant, s'appuyant sur des cannes et assis dans des fauteuils roulants. Les batailles qu'ils combattirent appartenaient à l'histoire, mais les hommes qui les combattirent étaient encore réels. Un vétéran polonais, âgé de 98 ans, parla à la foule. « Nous avons combattu ici ensemble, dit-il. Des soldats canadiens et polonais côte à côte. Nous avons tenu la colline, nous avons fermé la brèche. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, après toutes ces années, finalement tout le monde le sait. » Le Canadien à côté de lui, âgé de 100 ans, ajouta ses propres mots. Le général Eisenhower s'en est assuré. Il a dit qu'il avait pris notre défense quand cela comptait. C'est cela, le leadership. Ils ont salué le mémorial ensemble. Les drapeaux de la Pologne, du Canada, de l'Amérique et de la France claquaient dans le vent normand. Le même vent qui avait soufflé sur ces champs en août 1944, quand le monde était en feu. Eisenhower a écrit dans ses mémoires des années plus tard que la bataille de la Poche de Falaise a montré que lorsque des hommes courageux combattent ensemble, l'origine nationale compte moins que l'objectif commun. Les Canadiens et les Polonais qui ont fermé cette brèche méritent la gratitude de l'histoire. Il a écrit « Je me suis assuré qu'ils la reçoivent. »
L'histoire de ce qu'Eisenhower a dit quand Patton s'est attribué le mérite n'est pas seulement celle d'un général en corrigeant un autre. Il s'agit de s'assurer que ceux qui ont payé le prix reçoivent l'honneur qu'ils ont mérité. Il s'agit de la vérité l'emportant sur l'ego. Il s'agit de la guerre de coalition à son meilleur quand la mission et les hommes comptent plus que la gloire personnelle. Cette leçon résonne à travers les décennies, aussi importante maintenant qu'elle l'était en août 1944, quand la brèche s'est finalement refermée et que la vérité a commencé son long combat pour être rappelée.